À l'extrémité est de Cuba, au pied des montagnes et des plantations, Baracoa a été la première ville fondée sur l'île par les Espagnols en 1511. De par son accès difficile par l'arrière-pays et la présence des pirates sur les mers, cette petite ville coloniale est restée très longtemps repliée sur elle-même. Baracoa a donc conservé son schéma urbain tracé il y a 5 siècles avec des maisons construites en bois et où vivent des habitants qui maintiennent des traditions presque aussi vieilles. La rue principale traverse tout le centre historique dans lequel on se déplace à pied. On passe alors devant la mairie de style néoclassique avec ses colonnes et son fronton triangulaire. Une photo de Fidel rappelle sa présence ici. Au bout de la rue principale, la mairie donne sur la place principale au milieu de laquelle trône la cathédrale. Construite au XIXe siècle, elle remplace une première église du XVIe faite de pisé et de paille et qui a été détruite à plusieurs reprises par des tremblements de terre, des ouragans ou des pirates. Son style néoclassique souligne la parfaite symétrie de l'édifice avec ses 2 clochers à base carrée. L'intérieur hérite du mobilier et des reliques de la première église disparue. Les vitraux racontent l'histoire de l'île. Et dans un présentoir se trouve une des croix que Christophe Colomb aurait plantées en arrivant sur l'île de Cuba en 1492. Après des années de négligence, la cathédrale historique de Baracoa a été soigneusement restaurée. Au milieu de cette atmosphère reposante de rues pavées, de calèches et d'enfants jouant dans les ruelles, la fierté de la ville est très présente. Son slogan dit d'ailleurs « Bien que je suis la plus petite ville de Cuba, j'en serai toujours la première ». Toujours dans la rue principale, la Maison de la Culture abrite une habitation typique et traditionnelle de l'époque coloniale espagnole du XIXe siècle, avec ses colonnes et ses balustrades en bois, son patio intérieur et son intérieur meublé d'époque dans lequel des artistes exposent leurs œuvres contemporaines. Toujours dans cette même rue, une boutique attire l'attention. C'est la Maison du Chocolat. Elle rappelle que la région de Baracoa est la plus grosse productrice de cacao de l'île de Cuba. Ce grand cru donne un chocolat pur à 78%, doté d'une texture au croquant inimitable. C'est en 1688 que le cacao est arrivé à Baracoa, car le climat s'y montrait favorable. Grâce à sa très bonne intégration, sa culture est même devenue plus rentable que la caféiculture, et ce depuis le XIXe siècle. En ville, de beaux hôtels installés dans d'anciennes demeures coloniales accueillent une autre spécialité de Baracoa, la musique. En effet, les mélomanes apprécieront la musique locale appelée le changui, qui peut être entendue en écho à travers toutes les rues de la ville. En bord de mer, l'hôtel La Roussade des Baracoa est un petit hôtel légendaire qui a été créé par un prince émigré russe et sa femme. Leur fille Mima Rubenskaya devint plus tard danseuse, d'où le nom de La Roussade des Baracoa. Une fois sa carrière terminée, elle convertit sa maison en hôtel dans lequel des stars hollywoodiennes comme Errol Flynn ont séjourné. La pauvreté de la population et la configuration de la ville font que tout le monde, ici, circule dans des petites carrioles tirées par des petits chevaux. Les tricycles servent également de taxi et permettent de transporter hommes et marchandises en toute propreté. Baracoa est aussi réputée pour la qualité de son eau et par la beauté de ses plages. Car s'il n'est pas facile d'arriver ici, une fois sur place, on est soufflé par la nature généreuse, certes,
mais surtout par la beauté des plages désertes de sable blanc aux eaux turquoises, à l'ombre des cocotiers et des amandiers sauvages. Elle est d'ailleurs maintenant reconnue comme l'une des plus charmantes destinations de vacances de Cuba grâce à l'étonnante diversité de ses points d'intérêt locaux et à sa vie culturelle riche et animée. Plusieurs fois pillée et incendiée par les corsaires et les pirates, Baracoa a donc été protégée par des fortifications que l'on peut visiter aujourd'hui. Plusieurs forts avaient été érigés par les Espagnols, comme celui de La Pointe, le château de Severuco et ici, le fort Matachín, érigé au début du XIXe siècle. L'ancienne place forte abrite aujourd'hui un musée municipal qui retrace une partie de l'histoire de l'île. Celle d'avant l'arrivée des envahisseurs et celle de la colonisation. À l'extérieur, les défenses ont bien été conservées et l'on peut facilement imaginer les garnisons espagnoles repoussant les assauts des pirates et autres corsaires. L'autre fort, El Castillo, a aujourd'hui été transformé en hôtel. C'est le meilleur de la ville pour se détendre et profiter de la nature. Il dispose de 34 chambres réparties autour d'une belle piscine qui ravira les amoureux de farniente. De par sa situation géographique, Baracoa est longtemps restée coupée du reste de l'île. Elle a été la proie ou le repère des pirates et des corsaires durant plusieurs décennies. Un viaduc spectaculaire traversant les montagnes a aujourd'hui permis de désenclaver la cité, mais située à l'extrémité est de Cuba, elle est restée une petite ville de campagne peu peuplée et peu fréquentée des touristes qui affluent dans l'île à l'heure de la détente politique. La ville de Rome en Italie est au cœur de l'histoire et ce depuis la Rome antique, en ayant dominé le bassin méditerranéen et l'Europe entière, soit tout le monde connu au début de notre ère. Durant plusieurs siècles, les différents pouvoirs et les différents modes de vie y ont érigé de nombreux monuments qui ont survécu à travers les âges et qui sont devenus les témoins précieux de ce passé. En ville, les thermes de Dioclétien sont les thermes les plus vastes jamais construits à Rome. Commencée en 298, la construction menée sous les empereurs Dioclétien et Maxime demanda 8 ans. Occupant près de 14 hectares, ces thermes furent de plus les plus importants et les plus luxueux dans tout le monde romain. Ils comptaient plus de 2400 vasques, et le bâtiment central qui mesurait 250 mètres de longueur pouvait accueillir environ 3000 personnes. Ces ruines sont aujourd'hui recouvertes en partie par une église et par un musée. Comme toute construction semblable, les thermes comprenaient un caldarium pour utiliser la chaleur solaire, un frigidarium où l'eau était froide, un tépidarium où elle était tiède, une natatio pour se plonger dans l'eau et plusieurs gymnases pour se détendre. Le tout recouvert de splendides mosaïques. Après les sacs de Rome par les Goths en 410 et par les Vandales en 455, les thermes cessèrent leurs activités et subirent le sort de tous les grands monuments romains qui ont alors vu leurs pierres utilisées durant des siècles à l'érection d'autres constructions. Si le tépidarium a été converti et recouvert par l'église Sainte-Marie des Anges, les autres pièces restantes des thermes de Dioclétien abritent de nos jours une des 4 annexes du Musée national romain. Ici, par exemple, les trouvailles mises à jour dans une tombe oubliée sur les bords du Tibre, qui appartenait à la famille des Platorini qui vivait sous le règne de l'empereur Auguste au 1er siècle avant Jésus-Christ.
Les collections exposées sous les superbes voûtes des thermes sont complétées par une partie muséale plus classique. Parmi les fresques, les sculptures et les bas-reliefs exposés, plusieurs stèles retracent le culte porté à Mithra. Ce dieu perse que l'on voit ici tuer un taureau afin d'ensemencer la terre s'est vu adopté par les Romains à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et grâce à lui, les débuts d'un culte monothéiste sont nés ici à Rome, peu de temps avant celui de la religion chrétienne. Sur une maquette des lieux, on voit l'implantation de l'église sur les thermes. Au premier plan, le grand cloître a été dessiné par Michel-Ange vers 1565. Ces arcades, longues de 80 mètres, possèdent un alignement de nombreuses stèles et de sarcophages et permettent une fin de visite en plein air. Le Circus Maximus est le plus vaste et le plus ancien hippodrome de la ville. Il était principalement dédié aux courses de chars, mais il pouvait également être utilisé pour d'autres types de spectacles ou lors des processions triomphales. Il ne subsiste aujourd'hui de l'édifice qui pouvait accueillir plus de 150 000 personnes que des éléments de maçonnerie, avec une petite partie des tribunes dans le coin sud-est. Construit dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, il a abrité des spectacles pendant plus de 1000 ans. Les premières structures permanentes n'apparaîtront qu'au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ, mais il faudra attendre les travaux entrepris par Jules César pour que l'édifice adopte sa forme définitive de cirque romain. Et si les courses de chars étaient très prisées, c'était sans compter sur les batailles d'éléphants ou de tigres qui faisaient la joie d'un public connaisseur. Les thermes de Caracalla, inaugurés en 216 après Jésus-Christ, étaient les plus grands et les plus luxueux réalisés à l'époque. Les ruines ont d'ailleurs conservé leur aspect colossal. Les bains ne sont pas seulement un endroit où l'on se lave, c'est aussi un centre communautaire avec des boutiques, des tavernes, des restaurants, mais aussi des salles de conférences ou de travail, et une bibliothèque séparée en 2 salles, une pour les ouvrages grecs et l'autre pour les livres latins. Ce vaste ensemble comprenait également des jardins pour la promenade, des fontaines et des bancs. Les Romains aimaient se retrouver ici en fin d'après-midi, dans ces salles entièrement recouvertes de marbre et richement décorées de fresques, de mosaïques et de bronze. Après être passé au vestiaire, le client passait par une succession d'étapes qui avaient été élaborées par les médecins. D'abord, les exercices physiques pour échauffer le corps au gymnase, avec des jeux de balles, de la course à pied ou de l'haltérophilie. Ceux qui n'aimaient pas l'effort physique allaient directement dans le caldarium, composé de 2 parties, le bain chaud et le sudatorium, qui était une pièce à chaleur sèche destinée à activer la transpiration. On passe ensuite au tepidarium, pour y prendre un bain tiède très reposant. Il prépare l'entrée dans le frigidarium, une grande salle fraîche et voûtée, avec des bains froids. À la sortie des bains, on pouvait aussi se faire masser, épiler et parfumer. L'ensemble thermal comprenait 64 citernes de 80 000 litres chacune et il possédait son propre aqueduc pour son approvisionnement. Mahabalipuram était déjà connu au temps de la Grèce antique.
Mais avec le temps et la puissance de l'océan Indien, plus aucune structure de cette époque ne subsiste aujourd'hui. Le temple du rivage est le premier temple construit ici, mais il n'est plus en activité. L'édifice principal présente une structure pyramidale haute de 18 mètres et il est consacré à Shiva. Son mur d'enceinte est abondamment sculpté et surmonté de grandes sculptures de Nandi. Construit avec des blocs de granit, le temple a souffert depuis 12 siècles de sa situation sur le rivage. Le vent, le sable, les embruns ont fortement usé les reliefs. Le temple est en fait une combinaison de 3 sanctuaires. Après le principal, le second plus petit est également dédié à Shiva. On y trouve la triple image de Shiva avec son épouse et leur enfant. Le troisième sanctuaire, lui, est dédié à Vishnu, où on le voit se reposant sur le serpent cosmique. La configuration du temple avec un sanctuaire de Vishnu situé entre 2 sanctuaires de Shiva illustre la cohabitation des différents mouvements religieux à cette époque. Plus loin, un lion avec une cavité dans le poitrail faisait probablement fonction d'autel. Le cœur du sanctuaire contient un lingam qui symbolise Shiva et l'énergie masculine. Cette pierre dressée est un symbole fort pour l'hindouisme qui prône parfois l'atteinte de la spiritualité par le désir. Mais la ville est surtout célèbre pour des ouvrages très originaux directement taillés ou excavés de la pierre. Tout d'abord, ce gigantesque bas-relief appelé la descente du Gange, qui couvre la totalité de la surface de 2 énormes rochers, soit 27 mètres de long, sur 9 mètres de haut. Il représente le cours du fleuve sacré, depuis les cieux et l'Himalaya, jusque sur Terre. La fissure centrale qui le représente est peuplée de créatures aquatiques. Le bas-relief dépeint la vie de villages en Inde au 7e siècle, notamment des scènes de la vie quotidienne. De part et d'autre de cette représentation du fleuve se trouve l'image de Shiva entourée de nombreuses représentations divines. De part et d'autre de ce relief sont figurés de grands éléphants dont l'interprétation reste incertaine. Ils figurent peut-être les piliers de l'univers placés dans le monde souterrain. Dans le bas de la fissure, on reconnaît un chat yogi en posture de méditation, des souris insouciantes dansant autour de lui. Cela signifie qu'il faut se méfier des apparences. Autre endroit intéressant du site, un roc de granit montre l'ébauche du relief de la descente du Gange, certainement interrompu car le rocher choisi ne faisait pas l'affaire. Étonnante également est cette roche de plus de 250 tonnes en équilibre sur une pente du site. Plusieurs tentatives pour la déséquilibrer auraient été entreprises, mais en vain, malgré sa toute petite base. Certains y voient de la magie, et elle est donc vénérée comme la boulette de beurre de Krishna qui en raffolait. La plupart des 11 temples caves ont été creusés dans la masse du rocher, au ciseau et au maillet. Puis les colonnes ont été polies et ornées, comme ici par des lions. Enfin, sur les parois de la grotte, les artisans ont sculpté les reliefs. Dans la grotte de Vahara, Vishnu, dans l'incarnation du sanglier, soulève Bhudevi, la déesse de la terre, qui symbolise l'élimination de l'ignorance de l'humanité. Sur la paroi arrière est représentée Lakshmi, la déesse de la prospérité. Elle est entourée de 4 femmes enceintes et tient des fleurs de lotus à la main. D'autres reliefs montrent les victoires de Vishnu, le maître des 3 mondes. Mais la grande originalité du site de Mahabalipuram sont certainement les ratas.
Le but de leur construction est un mystère car elles n'ont jamais été terminées. Il s'agit de 5 petits temples taillés d'un seul bloc dans la roche et qui datent du 7e siècle. Sur les lieux se trouve également un lion, le symbole de la force. Chacune des 5 ratas est un monolithe et l'ensemble est sculpté à partir d'un affleurement rocheux commun de granit rose. Chacune a un plan différent, carré, rectangulaire ou absidial. Malgré un côté primitif, il y a une certaine élégance architecturale dans la structure pyramidale qui s'élève sur 3 étages. Ici, l'alignement montre bien que c'est la montagne qui a littéralement été taillée dans la masse. La plus grande des constructions ou des sculptures, devrait-on dire, évoque une hutte campagnarde avec son toit tout en longueur. Certains pensent qu'il pourrait s'agir des premières mises en forme lithiques des chars en bois utilisés lors des processions pour transporter les divinités. Les bases des ouvrages n'ont jamais été terminées et restent assez brutes. Et on trouve déjà les prémices des décors que l'on retrouvera plus tard dans les grands temples hindous du sud de l'Inde. Ces 5 temples ont été baptisés en l'honneur des 5 frères Pandava, des personnages du Mahabharata, la Bible de l'hindouisme. Ils auraient lutté contre le mal et tous les 5 épousaient la même femme. Ce site très original est un magnifique exemple de l'architecture rupestre indienne monolithique. Une dernière statue d'un éléphant représente Ganesh, le dieu du savoir et de la connaissance. Mahabalipuram, avec l'ensemble de ses monuments, a été classé comme un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le cœur historique de Rio, la place du 15 novembre est un grand espace du quartier central. Elle remonte à un temps où l'ancienne capitale du Brésil n'était qu'une petite ville coloniale portugaise, rudimentaire et mal dessinée, et l'endroit où son port fut fondé en 1565. Plus tard, c'est sous le règne de l'empereur du Portugal, Jean VI, que le Brésil a obtenu son indépendance au cours du traité de Rio de Janeiro, qui fut signé entre le Brésil et le Portugal le 29 août 1825. Son fils Pierre Ier devint alors empereur du Brésil libre et, après lui, son petit-fils. C'est ce que racontent les statues qui se trouvent sur cette place. Ensuite, Pierre II va être renversé et la République fédérative du Brésil sera définitivement proclamée en 1889. La place commémore donc la proclamation de cette première République à Rio. Non loin de la place trône un bâtiment du XVIIIe siècle qui a été la résidence des gouverneurs du Brésil colonial, puis celle des empereurs Pierre Ier et Pierre II. Ce fut l'un des principaux centres politiques du pays et c'est ici que fut proclamée en 1888 l'abolition de l'esclavage. Après la proclamation de la République en 1889, le palais subit diverses attaques révolutionnaires. Les propriétés et les biens de la famille royale furent saisis et vendus aux enchères, et la bâtisse fut transformée en agence centrale de la poste brésilienne, portant ainsi préjudice aux diverses peintures et décorations détruites ou dispersées. Mais depuis 1984, l'ancien palais impérial a été restauré, et il est devenu un centre culturel important où se déroulent de nombreuses expositions. C'est donc ici qu'ont été signés tous les actes pour l'indépendance du Brésil. Le palais Tiradentes, lui, était l'ancien parlement du Brésil entre 1926 et 1960, avant que la capitale ne soit déplacée à Brasilia. Il est aujourd'hui le siège de l'Assemblée législative de l'État de Rio de Janeiro. Construit dans un style éclectique au début du XXe siècle, sa façade en béton est ornée de colonnes néoclassiques et de sculptures allégoriques, représentant l'indépendance et la République.
Le palais doit son nom à Joaquim da Silva, dit Tiradentes, arracheur de dents, exploitant minier et militant politique, qui a été exécuté pour avoir participé à une insurrection pour l'indépendance du Brésil en 1789. Depuis l'avènement de la République, Tiradentes est vu comme un héros et un martyr. Construit à la Belle Époque, ce palais est l'emblème de la République brésilienne. Il a d'ailleurs été fermé et son assemblée dissoute durant la dictature de Vargas entre 1937 et 1946. À côté du palais, l'église Saint-Joseph, qui date du XIXe siècle, est aujourd'hui très différente de l'original, dont les traces ont disparu dans le pillage qui a eu lieu lors de l'invasion de Rio de Janeiro par le français Duguay Trouin en 1711. Ces cloches sont réputées pour leur son de son célèbre carillon et la curieuse façade suscite la curiosité en ayant l'air presque civile et non religieuse. L'intérieur, s'il ne possède qu'une seule nef et qu'un seul chœur, présente un riche style rococo tardif. L'autel est surmonté du patron de l'église, Saint Joseph. Tout, dans les carreaux, les peintures, les vitraux, les portes, les lustres, le mobilier et les détails architecturaux, rappelle le style colonial encore très présent au XIXe siècle. Et de nombreuses sculptures de style néo-baroque parsèment le trajet jusqu'à l'autel. Au Brésil, 90% de la population déclare pratiquer activement une religion. Mais si le catholicisme, dès le XVIe siècle, a été la principale religion du pays avec l'arrivée des Portugais, aujourd'hui, les catholiques de Rio de Janeiro ne forment environ que 50% de la population. Mais beaucoup d'églises construites par les colons existent toujours. La cathédrale Notre-Dame du Mont-Carmel a été construite au XVIIIe siècle et elle est devenue chapelle royale puis impériale au XIXe. C'est sous ces voûtes qu'a eu lieu le couronnement du premier empereur du Brésil, ainsi que la signature de la première constitution du pays en mars 1824. Puis devenue trop exiguë pour satisfaire aux besoins du culte, la nouvelle cathédrale moderne, construite dans les années 1970, lui a fait perdre son statut. Redevenue alors simple église paroissiale, elle reste l'un des principaux monuments historiques de la métropole brésilienne. Dans le plus pur style rococo, les boiseries sont l'œuvre du sculpteur Ignacio Ferreira Pinto, l'un des sculpteurs les plus renommés de la colonie au XVIIIe siècle. Jouxtant l'ancienne cathédrale et coiffée de 2 tours clochers, l'église du tiers-ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel a, elle, été construite en 1755 dans le même complexe appartenant à l'ordre des Carmélites. Sa façade de granit gris et non de crépi blanc est unique parmi les églises coloniales de Rio de Janeiro. Elle reflète le style continental portugais. L'intérieur, où baroque et néoclassicisme se côtoient, a une nef et un chœur unique avec un décor doré, rococo très précieux. L'intérieur de l'église est entièrement recouvert de bois sculpté. Et les murs de la nef ont été rehaussés avec des sculptures du Christ dans sa Passion. Dans la pure tradition classique, l'édifice est surmonté d'une coupole. Cette église est littéralement surchargée de moulures et de dorures et pas un seul centimètre carré n'est laissé sans décoration. À Rio, le quartier central est un quartier essentiellement commercial et touristique. Il est traditionnellement le centre de la vie bohème de la ville, surtout vers Lapa. Lapa est l'un des endroits les plus animés en fin de semaine, avec beaucoup de musique dans les bars et sur les places. On peut y écouter de la samba, du forró et de la MBP, la musique populaire brésilienne. Eu quis amar, mas tive medo.
Au cours des dernières années, La Paz s'est imposée comme la destination incontournable pour les touristes étrangers. Avec ses vieilles maisons coloniales aux couleurs vives et ses terrasses accueillantes qui grouillent dans les ruelles. En Californie, le parc national de Yosemite se situe dans les montagnes de la Sierra Nevada, à environ 3h30 de voiture de San Francisco. Créé en 1890, il est le deuxième plus ancien parc de l'histoire américaine, après celui de Yellowstone dans le Wyoming. C'est un parc de montagne dont la diversité naturelle et paysagère s'étend sur plus de 3000 km². La vallée centrale du parc est parcourue par la rivière Merced, qui s'écoule à 1200 mètres d'altitude. Conjuguée à l'action de la météo, elle crée une érosion qui façonne le granit en forme vigoureuse, avec des dômes, des pics ou des colonnes rocheuses très spectaculaires. À 2700 mètres d'altitude, trône l'emblème du parc, le Half Dome, ou demi-dôme, qui est un bloc granitique dont la calotte sphérique est tranchée en deux. Hormis la Merced, Yosemite comporte plus de 2500 km de cours d'eau et des centaines de lacs d'origine glaciaire qui forment un réseau hydrographique très important. Le parc est peuplé par 80 espèces de mammifères. Avec les biches et les cerfs, on trouve également le lynx roux, le coyote, le puma et le renard gris qui sont les principaux prédateurs du parc. Sans oublier l'ours noir qui en est l'animal emblématique. Le parc abrite plusieurs dizaines de chutes d'eau qui sont très spectaculaires à la fin du printemps, car elles sont alimentées par la fonte des neiges et des glaciers. Ici, la Bridal Veil Fall, littéralement la chute du voile de la mariée, fait partie de la dizaine d'entre elles qui dépassent les 200 mètres de hauteur. Les Yosemite Falls, elles, sont à la 6e place du classement des plus hautes chutes d'eau d'Amérique du Nord et à la 20e place au niveau mondial. D'un total de 740 mètres, elles se décomposent en 3 paliers, le haut, le moyen et le bas. Dans la vallée de Yosemite, El Capitan est une formation rocheuse verticale de 900 mètres de haut. Le sommet de ce rocher peut être atteint par un chemin de randonnée situé vers l'est, mais son autre façade est aujourd'hui un défi pour les grimpeurs. À travers la paroi granitique, il existe en effet des douzaines de voies pour arriver au sommet, toutes longues et difficiles. Et il n'est pas rare de dépasser les 2 semaines pour la gravir à main nue et jouir ainsi d'un splendide panorama. De nombreux points de vue sont répartis sur tout le parc. De Washburn Point, un beau panorama s'offre au regard. On peut admirer le demi-dôme par sa face arrière. Et à ses pieds, la vallée glaciaire de la Merced dans laquelle aboutissent les cascades. Par un chemin de crête, on arrive à Glacier Point Road qui propose lui un point de vue vertigineux d'où l'on culmine à 2285 mètres. C'est certainement le meilleur endroit pour contempler l'emblème du parc national Yosemite, le demi-dôme. Après la Merced, la rivière Tuolumne est le second plus important cours d'eau du Yosemite. Cette vallée boisée attire de nombreux visiteurs car elle recèle un trésor botanique, celui des séquoias géants. Dans le tronc de l'un d'eux, mort depuis longtemps, un tunnel a même été creusé pour permettre aux chariots de franchir la route qui traverse la petite forêt.
Ces arbres sont tellement vieux qu'ils en deviennent gigantesques. Pour admirer les séquoias, il est encore plus spectaculaire de se diriger vers Sequoia National Park, à l'est de la Sierra Nevada, en Californie. Ce parc ressemble beaucoup à celui de Yosemite, avec ses canyons profonds, ses imposants sommets granitiques, ses lacs et cascades, ainsi que ses très belles forêts d'arbres millénaires. Ce canyon de granit de la Sierra Nevada, creusé par les glaciers et la Kings River, mesure en moyenne 1200 mètres de profondeur et offre des vues vertigineuses. Ce parc créé en 1890 est donc renommé pour ses nombreux séquoias géants qui peuplent la forêt qui tapisse le fond de la vallée. Parmi les autres arbres, plus que par sa hauteur qui atteint néanmoins 80 mètres en moyenne, le séquoia géant se distingue surtout par son volume. En effet, son diamètre dépasse régulièrement 10 mètres. Ici, un arbre mort tombé en 1937 encombrait la route. On l'a donc creusé afin de permettre le passage. Il avait un diamètre de 6,40 m à sa base, pour une hauteur de 84 mètres. Le séquoia géant est une espèce endémique de la Sierra Nevada, et il peut vivre plusieurs milliers d'années. Un des spécimens serait même âgé de 3500 ans. Le nombre de séquoias géants que l'on trouve dans ce parc est aussi impressionnant que leur taille. Et parmi eux se trouvent 4 des 5 plus gros arbres de la planète. De nombreux sentiers permettent de s'en approcher et d'apprendre leur histoire. Le plus élevé de tous, le général Sherman, domine la forêt de ses 83 mètres de hauteur. Cet arbre est considéré comme l'être vivant le plus volumineux de la planète, avec près de 1500 mètres cubes. Les visiteurs du parc ont pour habitude de se faire photographier au pied de ce géant de 2000 tonnes, comme des lilliputiens face à sa démesure. Sa circonférence dépasse les 31 mètres et il serait âgé de 2200 ans. Un véritable monument national. Situé sur le territoire du lac de l'Ouest, le Felaifeng, ou le pic qui vient en volant, est un très vaste parc qui abrite 6 temples enchâssés dans un très beau jardin. C'est un parc très vallonné et très boisé, composé de grottes et de collines ornées de bas-reliefs bouddhiques. Durant 1000 ans, ce sont plus de 300 Bouddhas qui furent sculptés dans la roche, pour la plupart entre le Xe et le XIVe siècle, sous les dynasties Song et Yuan. C'est un lieu exceptionnel, par la rareté des sites rupestres dans la Chine du Sud. Parmi les 6 temples situés dans ce parc, le temple de Lingyin, ou temple de la retraite des âmes, est un édifice bouddhiste fondé en l'an 326 et reconstruit 16 fois. L'entrée officielle du temple est gardée par les 4 rois célestes qui sont les gardiens des horizons et de la loi bouddhique en Chine. Dans ce premier pavillon, sous un plafond somptueusement décoré, se trouve un autre gardien dont l'arme tournée vers la terre indique que le temple ne possède pas de dortoir pour les pèlerins. À son apogée, peu avant l'an 1000, le temple était considéré comme l'un des 10 plus importants de Chine. Il était composé d'une dizaine de bâtiments de plusieurs étages et hébergeait plus de 3000 moines.
Parmi les bâtiments, la salle des 500 Arhats, qui sont les disciples du bouddhisme ayant atteint le dernier échelon de la sagesse. Les 500 statues se répartissent en suivant au sol le dessin de la croix gammée, le svastika, qui est le symbole de l'éternité en Chine. Au centre de la croix se dresse un pavillon en bronze qui abrite 4 bodhisattvas, représentant les 4 points cardinaux. L'existence du temple sur ce site est due à la présence d'un moine indien venu ici en l'an 316. Il fut inspiré par la dimension spirituelle du paysage trouvé ici et duquel émanaient paix et contemplation. Pour lui, ce devait être une demeure pour les immortels, et il l'a donc nommé le temple de la retraite de l'âme. De nos jours, le temple est toujours une destination prisée, à la fois par les pèlerins et les touristes, et il est considéré comme l'un des monastères les plus riches du pays et aussi l'un des plus visités. Le bâtiment principal est le plus grand de l'ensemble religieux. Il atteint plus de 33 mètres de haut. Sur le côté de sa façade, la fine et haute pagode Ligong abrite les reliques du fondateur, le moine indien Huili. Le grand hall du Grand Sage abrite plusieurs statues remarquables, dont celle des 18 principaux Arhats. Sur un côté, trône le Seigneur qui regarde vers le bas. Il incarne la compassion. La salle abrite aussi la statue la plus grande de Chine. Ce Bouddha haut de 20 mètres est assis sur une fleur de lotus et il est recouvert de près de 3 kilos d'or. Derrière le hall principal, en montant dans le parc, se trouve le pavillon du Bouddha de la médecine ou maître guérisseur. Il est spécialisé dans les guérisons matérielles et spirituelles et il est également une protection contre les calamités. Le long des murs se trouvent 12 statues des généraux Yaksa qui sont les gardiens du zodiaque. Ce pavillon abrite donc une statue du Bouddha de la médecine qui est censée calmer les désirs néfastes. Épargné par la révolution culturelle et entièrement restauré, le temple Lingyin est aujourd'hui un site culturel et historique protégé, doublé d'un centre de recherche sur la culture bouddhiste en Chine. Avant qu'elle ne soit détruite par les Mongols, Hangzhou était considérée comme la ville la plus peuplée au monde, du XIIe au XIVe siècle. Elle était donc la capitale de la dynastie des Song du Sud. Cette dynastie avait apporté la prospérité à la Chine qui sortait du Moyen Âge. Ce fut l'époque des premiers billets de banque, du développement maritime, portuaire et commercial, mais aussi de la poudre à canon. La Chine faisait donc commerce de ses qualités et parmi celles-ci, sa pharmacopée. À vrai dire, Hangzhou, la ville elle-même, serait la plus ancienne et la plus grande pharmacie de Chine. Le vieux quartier possède donc plusieurs herboristeries traditionnelles où vous pouvez acheter des plantes, elles aussi traditionnelles, fraîchement préparées et qui sont utilisées à des fins thérapeutiques depuis des millénaires. Le bâtiment, qui date de plusieurs siècles, mérite également d'être visité. C'est un bâtiment traditionnel, avec 2 étages et une cour qui sert de puits de lumière. La plus célèbre des pharmacies est l'incontournable et assez insolite Wukingyu Tang. Elle a su garder son style d'antan grâce à ses boiseries anciennes. Le bâtiment qui abrite la pharmacie est de toute beauté, avec ses plafonds très hauts et le travail remarquable du bois et de la peinture.
Ici aussi, le puits de lumière baigne l'endroit d'une douce clarté. On y trouve des plantes médicinales traditionnelles, telles que le fameux ginseng et toutes sortes de champignons et de racines. On peut bien sûr demander une recommandation pour des problèmes de peau, d'estomac ou même la grippe. La médecine chinoise avec des ingrédients très simples est certainement une des plus efficaces du monde. Elle est fortement ancrée dans la culture chinoise et les herbes et substances médicinales constituent un véritable trésor national. À l'ouest du Péloponnèse, Olympie était un centre religieux situé dans un bois sacré d'oliviers sauvages. Le site semble avoir été occupé de manière continue depuis le début du IIIe millénaire avant Jésus-Christ. Olympie n'était pas une ville, mais un sanctuaire dédié à Zeus qui était uniquement habité par le personnel des temples et les prêtres. Après l'interdiction des cultes païens en 393 de notre ère, le sanctuaire a été abandonné et des tremblements de terre au VIe siècle ont contribué à la ruine définitive du site. Quelques beaux restes subsistent, comme le Philippéion, qui fut érigé sur l'ordre de Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, en 338 avant Jésus-Christ. Ce bâtiment rond avec ses colonnes ioniques abritait les statues de la famille et commémorait une victoire militaire. On trouve également les vestiges de thermes qui n'ont pas gardé grand-chose de l'époque hellénistique, car sans cesse agrandis, modifiés ou décorés. Mais le bassin principal a gardé ses belles mosaïques. Les rayons consacrés à Héra, la femme de Zeus, fut probablement le premier édifice dorique connu du Péloponnèse. Il date des environs de 600 avant Jésus-Christ. Ces colonnes étaient à l'origine toutes en chêne et furent progressivement remplacées par des colonnes de pierre. Le temple mesurait 50 mètres de long, ponctué de 16 colonnes de chaque côté. Des vestiges imposants de ces soubassements subsistent. L'intérieur abritait, autour des effigies d'Héra et de Zeus, nombre de statues qui ont disparu, pillées ou entreposées dans des musées. Il reste des piédestaux de statues honorifiques qui remercient des citoyens pour services rendus à l'État. C'est dans ce temple qu'était allumée la flamme des Jeux olympiques et que l'on remettait les trophées aux vainqueurs des différentes épreuves. Car Olympie est directement et concrètement associée à un événement de portée universelle, les Jeux olympiques. Ils y furent célébrés régulièrement depuis l'an 776 avant Jésus-Christ. C'est à l'époque classique que le stade a été établi à cet emplacement, tandis que l'entrée monumentale avec le couloir et son arche date de la fin de l'époque hellénistique. On voit encore la ligne de départ matérialisée par une rangée de pierres dans le sol, ainsi que les fondations de la tribune des juges. Jusqu'à la ligne d'arrivée, la distance à parcourir est de 192,27 mètres sur une largeur de 28,50 mètres. Il n'y a jamais eu de siège pour les 45 000 spectateurs qui se réunissaient ici pour assister aux épreuves. Ils venaient tous, comme les sportifs, de contrées disséminées aux quatre coins du monde connus, de Marseille à la Crimée et de l'Afrique à l'Asie, avec un intervalle de 4 ans entre chaque rencontre. L'esprit des Jeux olympiques démontre la puissance des idéaux de l'humanisme grec.
Une compétition loyale entre des hommes libres prêts à se surpasser et avec pour seule ambition la récompense symbolique d'un rameau d'olivier. Rien à voir avec les sanglants jeux du cirque romain. Si les Olympiades faisaient partie d'un rite sacré dans un sanctuaire sacré, le Saint des Saints était bien sûr le temple de Zeus, le Tout-Puissant. Il fut érigé vers 450 avant Jésus-Christ et subit plusieurs catastrophes, notamment un incendie et un tremblement de terre qui le détruisit. Il a été retrouvé, tout comme le site entier, enfoui sous une couche d'alluvions de plusieurs mètres d'épaisseur. C'était un temple dorique colossal de 64 mètres de long qui abritait l'une des 7 anciennes merveilles du monde, une statue de Zeus d'or et d'ivoire mesurant 12,75 m de haut. À l'ouest du temple de Zeus se trouvent les vestiges d'un bâtiment identifié comme l'atelier utilisé par Phidias pour créer la statue de Zeus en or et ivoire. Ses dimensions de 32 mètres sur 14,50 m sont exactement celles de la cella du temple, là où allait être exposée la statue vénérée. Au 5e siècle, une église byzantine dont on distingue un peu partout les symboles et les ornements a été construite sur ces ruines. La palestre, elle, était un petit gymnase d'entraînement. Les athlètes s'y entraînaient au sport ne nécessitant pas trop de place comme la lutte et le saut. Autour de l'espace central, les portiques étaient organisés en petites pièces où les athlètes s'enduisaient d'huile ou, au contraire, s'enduisaient de poudre ou de cendre pour assurer les prises. Tous les vestiges du site d'Olympie se trouvent désormais au musée archéologique où l'on trouve en premier lieu les frontons du temple de Zeus. Les 2 frontons abritent des scènes mythologiques sculptées dans le marbre. Les plus grandes statues au centre mesurent 3,15 m. Les scènes représentées dans le temple sont celles de l'origine du sanctuaire et de la ville d'Olympie. Le fronton ouest représentait la Centauromachie, qui est la bataille des Lapites, peuple du nord de la Grèce, contre les centaures, ce qui représente la victoire de la civilisation contre la barbarie. Au centre, Apollon tente de calmer les belligérants, même s'il a clairement choisi son camp. Le fronton est représente, avec 21 statues, les préparatifs de la course de chars, l'un des mythes fondateurs des Jeux olympiques antiques. Au centre, Zeus sépare les 2 concurrents accompagnés de leur épouse et de différents serviteurs. Aucune trace des chariots en bronze, tout comme les armes des personnages, n'a été retrouvée.